Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité malaise au port autonome de Dakar. Les transporteurs agréés déclarent la guerre aux firmes internationales accusées d'avoir une totale mainmise sur les activités. Les nationaux menacent de bloquer le port si l'État ne réagit pas. Plus rien ne semble arrêter les gardes-côtes mauritaniens. Ils ont encore ouvert le feu sur les pêcheurs de Guet-Ndar. Bilan, un blessé et évacué à l'hôpital de Saint-Louis. Et puis la pauvreté gagne du terrain malgré les nombreux programmes et plans de développement. En cette journée mondiale du refus de la misère, nous irons à la découverte des femmes du marché Castor, de braves dames qui mènent un combat quotidien pour leur famille. La page internationale et la revue de la presse africaine seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Le collectif des transporteurs agréés dénonce la mainmise des firmes internationales sur le port autonome de Dakar. Ces opérateurs économiques se sont arnaqués par les multinationales. Ils menacent de bloquer toutes les activités du port si l'État ne modifie pas l'arrêté ministériel donnant les pleins pouvoirs aux sociétés étrangères. Mama Diarumpa, le coordonnateur du dit collectif, explique au micro de Khadisila. Au Sénégal, c'est les compagnies qui dominent. C'est-à-dire, on peut dire que le port appartient aux compagnies. Ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui est grave, c'est que c'est l'État du Sénégal qui a mis à leur disposition un arrêté qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent au Sénégal. Il y a de cela 10 jours, il y a 26 bateaux qu'on a retournés, qui ne peuvent plus attendre. Aujourd'hui, un bateau fait 10 à 15 jours pour entrer dans le quai, pour travailler. 10 à 15 jours. Demandez combien coûte une journée pour un bateau qui séjourne au port de Dakar. Dubaï, au moment où je te parle, ne travaille avec qu'un seul quai. Il y avait ce qu'on appelle le système de fenêtres. On disait avant, lundi c'est le bateau de MSC, mardi c'est le bateau de Maersk, etc. Ce n'est plus le cas. Maintenant c'est le premier venu, le premier servi. Il reste 5 jours. Ils avaient dit 1 mois. Maintenant si dans ces 5 jours-là, l'arrêté n'est pas modifié, nous allons reprendre la grève et de plus belle. Nous allons bloquer le port. Il n'y aura pas de sortie de conteneurs, il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire le port va fonctionner à zéro. Quitte à ce qu'on nous arrête ou ce qu'ils font, importe peu. On est déjà mort. L'appel que nous lançons, c'est d'abord et avant tout la modification de l'arrêté. Nous, on ne demande pas plus. Si l'arrêté est modifié, nous pouvons continuer tranquillement à travailler. Parce que nous avons des propositions par rapport à cet arrêté-là. Et nous avons déjà remis au ministre de la Pêche et de l'économie maritime nos propositions par rapport à la modification de l'arrêté. On attend qu'il nous réunion pour la modification. Si maintenant ce n'est pas fait jusqu'à la fin de cette semaine-ci, mais nous on retourne en grève. Parce que déjà on est en grève parce qu'on ne travaille pas. Je vous le disais en titre, les gardes-côtes mauritaniens ouvrent encore le feu sur des pêcheurs de Guet-Ndar. Un des pêcheurs est d'ailleurs blessé à la cuisse. Aidé par ses collègues, il est arrivé tard dans la nuit à l'hôpital de Saint-Louis pour l'extraction de la balle. Les détails dans cette correspondance de Gabriel Barbier. L'affaire soulève des vagues à Guet-Ndar et dans les autres quartiers de pêcheurs de la langue de Barbarie. Un pêcheur a été nuitamment fusillé en haute mer au large des eaux mauritaniennes. Babacar Ndiaye, 23 ans, qui séjourne actuellement à l'hôpital régional de Saint-Louis, a été atteint à la cuisse aux environs de minuit. 25 de ses compagnons d'infortune sont retenus en Mauritanie. Une pirogue et 2 machines sont aussi restées à quai au pays du président Aziz. Les autres membres de l'équipage, plus d'une 50aine, ont pu regagner les côtes sénégalaises. Ils
Il convient de signaler que les pêcheurs de Saint-Louis sont privés de licence de pêche mauritanienne depuis un an. Sur place, les populations se tournent les pouces tandis que les embarcations sont presque en cale sèche. Cette situation a fini de placer la capitale du Nord et son arrière-pays dans une précarité sans précédent. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Ce 17 octobre est célébrée la journée mondiale du refus de la misère et les dernières études montrent que plus d'1 milliard de personnes dans le monde gagnent moins d'$1 par jour. Pour l'économiste Thierno Thioune, le système bancaire actuel ne constitue pas une solution à la misère, surtout en Afrique. Un reportage de Rohan Dong. Ce mardi 17 octobre marque la célébration de la journée mondiale du refus de la misère, une occasion saisie par l'économiste Thierno Thioune pour rappeler le niveau de la pauvreté dans le monde et en particulier en Afrique subsaharienne. Actuellement, il est bon de rappeler qu'1 milliard de personnes vivent avec moins d'$1 par jour. Au même moment où ce milliard de personnes n'a pas $1 par jour, 20% de la population détiennent la majorité des richesses, c'est-à-dire 90% des richesses. Pour les infrastructures sociales de base, il faut noter aussi que plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau salubre. En Afrique subsaharienne, un enfant sur 5, n'est-ce pas, meurt de maladies qu'on aurait pu éviter. Selon l'économiste, les femmes constituent la couche la plus vulnérable au phénomène de la misère. La misère a atteint des proportions telles que 500 000 femmes meurent chaque année en donnant naissance ou en étant en état de grossesse. Par ailleurs, il déplore le système bancaire qui, selon lui, au lieu d'aider les populations à sortir de la misère, ne fait que les appauvrir davantage. Les banques sont devenues surliquides. Il y a une surliquidité au niveau des banques, alors que les personnes qui ont besoin de ces financements n'ont pas accès à ces ressources, d'autant plus que ce sont des garanties énormes qui sont demandées. Par exemple, alors, vous demandez à quelqu'un qui peine à satisfaire ses besoins vitaux, c'est-à-dire manger, dormir, se vêtir, n'est-ce pas? On va trouver un toit, manger et se vêtir. Nous demandez des garanties pour accéder au crédit. Donc vous voyez un peu ce paradoxe qui fait que donc la misère demeure. Au vu de l'ampleur du phénomène de la misère qui touche une grande partie de l'humanité, des solutions idoines méritent d'être recherchées pour l'éradiquer définitivement. Parlons toujours de la journée mondiale du refus de la misère. Au Sénégal, la pauvreté gagne du terrain et les femmes sont souvent les plus touchées. Au marché Castor, elles remuent ciel et terre les besoins de la famille. Rokhaya Ndour est allée à la rencontre. Reportage. Ce mardi 17 octobre est célébrée la journée mondiale du refus de la misère. Au Sénégal, certaines femmes rencontrées, particulièrement des vendeuses de poissons au marché Castor, expliquent comment elles font pour s'en sortir. La vie est très difficile avec la rentrée des classes. Nous avons beaucoup dépensé. Or, au Sénégal, il n'y a pas assez d'argent. La vie est chère, raison pour laquelle nous nous levons à 5 heures du matin pour avoir notre gagne-pain. Nous tous, nous savons que la vie n'est pas du tout facile. Les hommes veulent satisfaire tous nos besoins, mais ils ne peuvent pas tout faire. Donc nous sommes obligés de travailler pour les soutenir. Face à cette situation, ces femmes invitent les autorités étatiques à améliorer leurs conditions de travail. L'État doit nous venir en aide, il doit nous octroyer des fonds afin qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions. Le gouvernement doit nous donner des fonds. Vous savez, de nos jours, nous sommes obligés de faire des prêts afin de bien exercer notre travail. Les autorités doivent aider les jeunes à trouver de l'emploi.
Les femmes d'aujourd'hui sont très braves, constatent certains citoyens. Avec cette conjoncture que connaît le pays, les femmes soutiennent ne pas se laisser faire. Elles veulent toujours apporter leur modeste contribution pour nourrir la famille. Dans le reste de l'actualité, les populations de la commune de Keur Moussa n'en peuvent plus. Elles ont organisé une manifestation pour crier leur ras-le-bol et dénoncer la non-prise en charge de la main d'œuvre locale dans les recrutements à l'AIBD. Pire, même le paiement des indemnités de déguerpissement n'a pas été respecté. Les explications de Maïmouna Seck. Très remontés, les habitants impactés par l'aéroport international Blaise Diagne sonnent l'alerte. Pour l'heure, le protocole n'est pas respecté et les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés, affirme Bougouma Tchomban, chargé de la communication du maire de la commune de Keur Moussa. Ce qui a été consigné dans le protocole d'accord, il a été convenu comme quoi que concernant les impenses, selon la Banque mondiale, aucune couche ne sera négligée. Les impenses vont être payées au plus petit franc. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des reliquats. Concernant les terres que l'AIBD a occupées, il y a des terres qui, jusqu'au moment où je vous parle, n'ont pas fait l'objet d'un recensement. C'est pas normal. Et l'aéroport, dans 2 mois, ça va. Il y a aussi le problème de l'environnement. Toutes les eaux usées de l'aéroport et les eaux de pluie sont déversées sur les populations. Je pense que ceci, on ne peut pas l'accepter. Selon les populations, les autorités aéroportuaires ont la sourde oreille, ce qu'elles trouvent désolant. 2002 béyñu AIBD nangotul wax ak ñun ñi doon tabax aéroport bu fekkee tabax aéroport yàq nañu bokk tas nañu dëkk tabax nañu as néeg nee ay kër la mutul genn wal nit ñi. ñun dañu am gàcce am naqar ci biir Sénégal suñu gàcce ak suñu naqar nag état moo ñu ko teg te état buñ ko tegee ci AIBD la ko jaarale AIBD la yebala pour bu wax ak ñun gisuñu AIBD tey gisuñu AIBD ëllëg. Pas de travail pour les jeunes. Selon Bougouma Tchomban, les femmes sont laissées en rade. Les femmes sont laissées en rade parce que vous savez, les femmes, elles sont nourrissées de quête. Ce qu'on appelle en Wolof les dèmes. Elles allaient cueillir des fruits pour aller les revendre au marché. L'aéroport a tout pris. Ces femmes-là n'ont aucun revenu aujourd'hui. Donc s'il peut y avoir des emplois au niveau de l'aéroport, je pense que les femmes-là, on devait les plus privilégier, et plus particulièrement la commune de Keur Moussa qui a tout donné. Malgré sa colère, la population de Keur Moussa met en exergue le dialogue et la concertation. Mais aussi, il demande au président Macky Sall de réagir avant que la coupe ne soit trop pleine. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. Cela fait des décennies que les populations des zones frontalières comme Porokhane dépendent plus de la Gambie que du Sénégal. Pour mettre un terme à cette situation, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a construit 32 km de pistes et 13 km d'extension entre Porokhane et Keur Tamba. Les détails avec Al-Hassan Ba. Les populations frontalières de la commune de Porokhane, jadis trop dépendantes de la Gambie parce que séparées du reste du pays par un enclavement notoire, retrouvent leurs compatriotes du Sénégal grâce à une piste de 32 km plus 13 autres d'extension que le Puma est en train de réaliser entre Porokhane et Keur Tamba. Ali Diadiou, l'édile de cette localité, témoigne. Aujourd'hui, on se sent sénégalais parce qu'on croyait exclu, on croyait être dans un autre pays parce qu'on utiliser les réseaux gambiens, les routes gambiennes, les écoles, tout ça, parce qu'on était, la Gambie était plus accessible. Mais aujourd'hui, avec cette piste, vous voyez l'engouement de toute la population. Moussa Sow, coordonnateur du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, venu avec le comité de pilotage du programme pour constater l'état d'avancement des travaux, dit sa satisfaction. Nous sommes heureux de constater qu'on est donc à la moitié donc de la réalisation. Le comité de pilotage, la coordination nationale et le comité régional de suivi du PUMA, voir l'état d'avancement donc de ce tronçon, constater tout ce qui est à dire par rapport
à la réalisation d'une très bonne piste et dans les prochains mois réceptionner une piste Puma de grande qualité. Le président du comité de suivi du Puma, le général Abou Thiam, quant à lui, opte pour une sécurité de qualité dans ces zones où des bandits de grands chemins dictent parfois leurs lois aux populations. Le programme, en fait, le plan stratégique concernant celui de la gendarmerie, c'est des moyens leurs moyens qui vont être renforcés. Et encore une fois, le moyen matériel n'est pas trop important. Ce qui est important, c'est la qualité de la ressource humaine. Et par la grâce de Dieu, nous avons travaillé là-dessus. Le haut commandant de la gendarmerie, le chef d'état-major général des armées travaille de concert pour le renforcement de notre potentiel humain afin que sécurité en fait soit au niveau non seulement des zones frontalières mais aussi et surtout dans notre pays tout entier. Espérons que ces 32 km de pistes dans cette zone plus les 13 autres kilomètres d'extension qui traversent bon nombre de villages vont calmer les ardeurs de ces populations qui ont toujours réclamé leur désenclavement dans tous les sens et leur appartenance au pays de la Teranga. Porokhane, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Un magal sous haute sécurité, telle est l'exigence du comité d'organisation de cet événement religieux au cours d'un comité régional de développement tenu hier au ministère de l'Intérieur. Les responsables du dit comité ont exposé leurs doléances aux différents chefs de service. Un compte rendu de Abdou Khoudous Diallo. Pour cette édition du Grand Magal 2017, le comité d'organisation veut réussir le pari. Les problèmes d'eau, d'électricité et de sécurité des pèlerins, toutes les questions ont été revisitées de fond en comble devant le ministre de l'Intérieur. Nous demandons au bon Dieu de nous accorder sa grâce pour qu'on puisse passer un bon magal. Vous savez, nous avions presque à chaque édition des problèmes d'eau, de sécurité et même au niveau de la route. Mais avec ces assurances, nous pouvons espérer réussir le pari de l'organisation. Nous souhaitons ainsi bon magal à tous les pèlerins sous le ndigal du Khalife général des Mourides. Des préoccupations partagées par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. C'est vrai que chaque année, des problèmes d'eau, de sécurité et d'électricité sont enregistrés. Mais pour cette année, le gouvernement s'engage à relever le défi. Vous avez entendu les assurances des chefs de service ici présents à mettre les moyens qu'il faut. Donc, une réunion sera tenue avant le Grand Magal, histoire d'évaluer tout cela. Tous les services qui ont pris part à cette rencontre ont donné leurs assurances avec les instructions fermes du ministre de l'Intérieur pour un Magal 2017 paisible. À présent, du respect de la parole donnée, une valeur ancestrale qui s'estompe de jour en jour. Si certains accusent les hommes politiques, d'autres soulèvent un problème d'éducation et tentent de défendre les politiques. C'est le reportage du jour signé Satine. Jadis très sacré, aujourd'hui la parole donnée commence à perdre sa valeur au Sénégal. Surtout, c'est les hommes publics qui se dédisent souvent quelque temps après une décision ou déclaration médiatisée. Autant les personnes avaient de la valeur, ils ne disaient que la vérité. Maintenant, la parole donnée n'est plus respectée. Il n'y a plus de dignité à cause de l'argent. Et on tombe dans la facilité avec le mensonge. Le vénéré marabout Cheikh Abdullah Khan Baké disait un homme qui respecte sa parole est un homme de valeur. Mais actuellement, c'est difficile de voir un homme digne de foi. Il ne respecte plus les paroles. Même le président Macky Sall n'a pas respecté ses promesses. Un problème d'éducation est soulevé et certains calculs politiques qui les obligent parfois à se dédire. Quand on a une bonne éducation, on respecte toujours sa parole. Il y a des hommes de valeur qui font de la politique, mais il y a souvent des calculs qui nous poussent à nous dédire. Mais ce ne sont pas des mensonges.
Mais les politiciens sont fatigués. Même quand on a des problèmes familiaux, on les reproche à l'État. Les Sénégalais sont insatiables. Le pouvoir change de main. C'est pourquoi les hommes publics sont appelés à revoir leurs relations avec la parole donnée. Vous savez, les hommes politiques changent de veste à tout moment. Quand on est véridique, on ne peut pas faire de la politique. C'est un jeu pour eux. Il faut parfois clignoter à gauche pour tourner à droite. Et ce qui est sûr, c'est qu'avant de parler, il faut remuer la langue 7 fois. On peut revenir sur une décision déjà verrouillée ou se dédire à n'importe quel moment. Actuellement, la parole donnée a perdu de sa crédibilité. La page internationale s'installe maintenant dans ce 20h. Elle nous mène en Afghanistan, en Turquie. Mais nous démarrons par le Togo où 2 militaires et 2 jeunes ont été tués dans des violences. C'est une synthèse de Radi Colonel Gay. Deux adolescents et 2 soldats ont été tués dans de violents heurts entre la population et les forces de l'ordre de Sokoto, la 2e ville du Togo, après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition. L'une des victimes avait 17 ans. Il a reçu une balle dans la tête. L'autre avait également entre 16 et 17 ans. Une explosion s'est produite au passage d'un véhicule de police à Mersin, importante ville portuaire du sud de la Turquie, ont rapporté les agences de presse Anadolu et Dogan. Des équipes de secouristes ont été dépêchées sur les lieux et il y aurait des blessés. Au moins 41 personnes, dont 20 civils, ont été tuées et près de 160 blessés, dont 110 civils à Gardez, capitale de la province de Paktia, au sud-est du pays, où le vaste complexe officiel ciblé par les insurgés abrite différentes forces de police et un centre de formation. Simultanément, dans la province voisine de Ghazni, 25 membres des forces de sécurité et 5 civils ont été tués et une dizaine de blessés dans l'attaque d'un siège du district d'Andar. On en vient à la revue de la presse africaine, une présentation de Safiatou Sissé. Bonsoir. Le Parlement panafricain en pleine crise existentielle, IZF en parle dans ses colonnes. Sa devise, une Afrique, une voix, mais depuis sa mise en place en 2004, le Parlement panafricain a bien du mal à se faire entendre, au point que dans l'hémicycle, des députés exaspérés interpellent un à un le président. Mais à quoi servons-nous? Ajoute la rédaction du site. Maliweb nous mène au Mali et revient sur la mise en œuvre de l'accord de paix et pointe à sa une Kidal accuse le gouvernement de mauvaise volonté. Dans un communiqué, l'Assemblée générale de Kidal annonce que jeudi 12 octobre 2017 à 9h s'est tenue au siège de l'Assemblée régionale de Kidal la première session extraordinaire de l'autorité intérimaire de Kidal sous la présidence de son président Hassan Ag Fagaga. Il est à noter également que sur 13 membres en exercice, 8 étaient présents, dont 2 du gouvernement malien, 5 de la coordination des mouvements de l'Azawad et 1 de la plateforme du 14 juillet. Selon le président, la cérémonie de passation de service entre lui et le président du conseil régional sortant a été convenue entre le bureau de l'autorité intérimaire régionale, le gouverneur de la région de Kidal et le ministre de la décentralisation et de la fiscalité locale. Mais comme il est de ses habitudes, la partie gouvernementale a une fois de plus fait preuve de mauvaise volonté en ne prenant aucune disposition pour cet événement indispensable à la normalisation des conditions de vie des populations de Kidal et Lieu. Parlons politique, plus précisément de la présidentielle en Sierra Leone. Les candidats des 2 principaux partis sont connus, rapporte Jeune Afrique. Le site renseigne également que plus de 3 millions d'électeurs seront appelés aux urnes le 7 mars 2018 pour les élections présidentielles, législatives et locales après 2 mandats du chef de l'État Ernest Bai Koroma. Le Faso.net de son côté parle de veille citoyenne au Burkina et annonce que Pascal Zaïda maintient son meeting du 21 octobre avec ou sans autorisation. Selon le journaliste Moussa Diallo, le meeting de veille citoyenne annoncé pour le 21 octobre 2017 à la place de la Nation de Ouagadougou
effectivement se tenir selon ses initiateurs avec ou sans autorisation administrative. Parlons finances avec le budget de l'État algérien de l'année 2018 par secteur. El Watan parle d'un État toujours aussi dépensier. La crise financière est loin d'être une préoccupation pour le train de vie de l'État. Les services de l'État tiennent le confort et ne s'en cachent pas. Terminons avec africaguinée.com pour parler football en Guinée qui a détourné les 20 milliards à la FEGIFOOT, s'interroge le site. Selon les informations d'africaguinée.com, 3 dirigeants de la Fédération guinéenne de football sont cités dans cette affaire de détournement. Il s'agit de Saliou Kamara, dit Super V, ancien président de la FEGIFOOT, Ibrahima Blasco Barry, ancien secrétaire général de la FEGIFOOT et un comptable. Cette affaire a été révélée grâce à un audit commandité par l'actuel président de la FEGIFOOT, Antonio Soare, et la FIFA. Les dirigeants cités seront suspendus provisoirement en attendant leur audition devant la justice. africaguinée.com promet d'y revenir plus amplement. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Vous aurez à 21h votre émission Balance présentée par Pape Ndiaye, suivie de Werwerlé à 22h avec Awadjouk Ndiaye Diagne. N'oubliez pas, l'information se poursuit sur notre site walfenet.com. Excellente soirée à tous.